Bonjour à tous, merci d'être là ce soir, là, un peu tardivement, en clôture de ce congrès, pour nous écouter, nous parler un peu d'entrepreneuriat et d'actuariat. Donc nous sommes trois à animer, présenter cet atelier. Donc Cécile, à ma gauche, qui de toute façon se présentera, on va commencer par ça dans la présentation, et puis François-Xavier. Voilà, en fait, on se connaît depuis un petit peu de temps, mais on a eu des parcours assez différents. Et on s'est retrouvés sur cette idée de se dire, ça serait intéressant de réfléchir un peu aux convergences ou aux divergences qu'il y a entre le parcours d'entrepreneur et la formation et le parcours d'actuaire. Donc c'est un peu ça la thématique qu'on va parcourir donc durant ces 40-45 minutes. Donc on va commencer d'abord par parler un petit peu de nous. Je suis un petit peu, c'est pas très bien élevé, mais on va vous présenter un peu en fait, ce qu'on a fait et puis pourquoi on est arrivé à l'entrepreneuriat. Je pense que c'est intéressant que vous sachiez ce qui nous a amené là. Et puis ensuite, on sera sur une réflexion un peu plus ouverte sur les liens entre l'actuaire et l'entrepreneur à travers notre expérience. Donc voilà, on commence sur la présentation. C'est toi, je crois, Cécile, qui démarre. C'est ça. Peut-être une petite question. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs dans la salle? Ah ben voilà. Il y en a qui ont peut-être envie un jour de le devenir. Pourquoi pas? Ah. Bon, et les autres à convaincre alors. Bon, bonjour à tous, merci d'être présents. Effectivement, on s'est rejoint sur cette idée de vous parler d'entrepreneuriat. On est tous les trois actuaires. Moi, je suis, alors je te laisse passer les slides. Ça fait 7 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. J'en reparlerai tout à l'heure pour vous expliquer un petit peu comment j'en suis arrivée là. Pendant les 6 premières années, j'ai cofondé un courtier digital qui faisait de l'assurance collaborative qui s'appelait Otherwise, qui s'appelle Otherwise d'ailleurs, qui existe toujours, qui a été repris par Lovis, donc une insurtech. Et depuis presque un an, je travaille sur le projet, alors qui n'est plus un projet, qui était un projet, qui s'appelle Bubble In, qui est en fait, Bubble In, c'est une insurtech qui développe un outil à destination de courtiers de proximité et de concepteurs de produits d'assurance en tout genre, que ce soit des assureurs, des mutuelles, des courtiers grossistes, et qui propose en fait tout en un outil, un CRM, une marketplace qui permet de tarifer, comparer et souscrire des produits d'assurance, tout ça sans sortir de la solution et tout métier confondu. Et puis tout un tas de services, l'objectif étant de simplifier le quotidien des courtiers. Donc on va travailler sur la gestion de la conformité, sur la gestion des commissions, on va proposer des formations des DA, enfin tout un tas de services avec pour objectif de devenir l'outil incontournable des courtiers, de leur faciliter le quotidien, de leur donner un choix élargi de solutions d'assurance, parce que ouvrir des codes quand on est courtier, c'est pas toujours évident. Beaucoup d'acteurs se sont désengagés. Vous me direz quand si je suis... Ah ouais, oula, non, j'ai pas fait les 4 minutes, moi. Et puis, pour les fournisseurs de solutions d'assurance, l'idée, c'est de leur donner accès à un réseau de courtiers, puisqu'on fédère des courtiers, avec pour objectif de fédérer 5000 courtiers. Alors là, on a démarré au mois d'avril, donc aujourd'hui, on a à peu près 150 utilisateurs, et on n'a pas encore mis en prod la marketplace, et puis une trentaine de fournisseurs. Ah oui, alors je suis pas dans l'ordre, moi. Voilà. En termes de modèles, je suis revenue quand même sur les 2 modèles parce que j'ai cette chance d'avoir travaillé sur 2 projets complètement différents avec des modèles assez différents. D'un côté, Otherwise, qui est un courtier vente en ligne de produits d'assurance. Donc on est sur du B2C ou du B2B2C.
Et puis Bubble-in, qui est là une solution à destination des courtiers. Donc là, on est vraiment sur du B2B, courtiers et fournisseurs. D'un côté, sur Otherwise, j'ai connu le financement par l'intermédiaire soit d'investissement personnel et de levée de fonds auprès de VC. Alors que sur Bubble-in, je suis adossé à un groupe, au groupe Finaré, ce qui change totalement la perspective et le quotidien de l'entrepreneur. Sur Otherwise, un modèle de rémunération sous forme de commission. Sur Bubble-in, commission et redevance partenaire. Et par contre, le fil conducteur de ces deux projets, c'est la composante IT. Assurantiel évidemment, mais IT également, qui nécessite effectivement d'avoir une composante et une sensibilité autour de l'ergonomie, de l'expérience utilisateur, et puis une certaine agilité à la fois dans les décisions et à la fois dans la façon dont on travaille, et notamment avec nos développeurs. Donc François Xavier, je suis cofondateur d'une start-up qui s'appelle Wingsure, qui est en fait une spin-out de Stanford Research Institute, qui est une entité de l'université de Stanford destinée à valoriser des recherches, des brevets que les chercheurs de cette université ont pu produire. Donc on s'est fait sélectionner par eux compte tenu de notre projet, de la problématique étant 3 milliards de personnes non assurées, des risques extrêmement petits, on parle de près d'1 milliard de petits agriculteurs avec moins d'1 hectare ou environ 1 hectare, donc assez compliqué à mesurer par les assureurs. En tout cas, il n'y a pas de savoir-faire aujourd'hui pour pouvoir estimer les risques précis de ces personnes. Un enjeu forcément de climat qui évolue, qui met en péril ces personnes, et donc de sécurité alimentaire, voilà, de protection sociale derrière cette sécurisation alimentaire de ces personnes. Donc en fait, ce qui a plu à Stanford, c'était l'idée de pouvoir mesurer avec des analyses d'images et des moteurs d'intelligence artificielle les risques finalement sur des petites superficies, des petites surfaces agricoles, de reconnaître les récoltes, de reconnaître la phase de la croissance des récoltes, de reconnaître la calamité qui a pu abîmer ces récoltes. Donc on a une plateforme qui fournit des services digitaux avec la gestion des risques spécifiques à ces fermes, en commençant par les cultures pour une saison donnée, puis en apportant d'autres produits pour gérer, protéger cette ferme, ses travailleurs, la famille qui la gère. Du conseil donc en matière de risques agricoles, des produits d'assurance divers et variés qui peuvent être publics, privés, parce que quand il y a 50% de la population qui vit, pour vous donner une idée, on commence avec le marché indien. Le marché indien, c'est 200 millions d'agriculteurs. En France, on en a 400 000. Donc on voit de suite que ce n'est pas les mêmes échelles, et on est avec des surfaces extrêmement petites, pourtant des problématiques qui sont très proches que ce que les agriculteurs rencontrent ici, compte tenu de l'évolution du climat, avec un chamboulement, des habitudes, des dates, des saisons auxquelles ces agriculteurs sont jusqu'à présent habitués. Et une évidence qui émerge devant tous aujourd'hui, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle l'agriculture de précision. Donc comment on va chercher des services qui accompagnent ces agriculteurs dans la transition ou l'adaptation par rapport à ces climats, en connaissant les sols, en connaissant la phase de croissance des plantes, en ayant des analyses d'images qui permettent de connaître leur santé, et ainsi de suite. Et on se rend compte que tout cela peut être distribué jusqu'à de telles petites fermes qui jusqu'à présent n'avaient pas du tout accès au réseau de distribution classique des assureurs. Donc des produits que l'on va faire paramétriques, qu'on va essayer de relier, parce que le paramétrique est très souvent distant ou éloigné de la réalité du sol. On va relier grâce à ces images à la vérité du sol. Le siège de cette entreprise est aux États-Unis, et je l'ai monté donc avec mon associé, compte tenu de ce partenariat avec Stanford. J'ai dit que le premier marché était l'Inde. Nos équipes sont principalement situées là-bas. On a 2 actuaires indiens d'ailleurs dans l'équipe, basés à Bombay. Donc là, notre cible, ce sont ces agriculteurs. On est dans un modèle B2B2C, c'est vraiment
une adhésion à la plateforme qui donne accès à des contrats groupes et à des prestations et des protections spécifiques. Mais on peut également travailler un petit peu comme ce que Cécile vient d'exprimer, finalement, en termes de business model avec des courtiers locaux. On travaille avec des assureurs pour onboarder leurs produits et rendre leurs produits accessibles de cette manière. Et puis, on propose également au gouvernement de les accompagner dans l'optimisation de produits d'assurance récolte pour leur population. Parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale en termes de chômage pour cette population-là. Donc forcément, il faut imaginer des systèmes qui permettent de les protéger lorsque la météo a vraiment été mauvaise. Donc les technologies qu'on embarque, ce sont des technologies d'un parcours animé par un voice bot en langage naturel qui peut parler les langues locales. Il y en a quand même une diversité, que ce soit en Afrique ou en Inde, et qui facilite du coup, qui permet d'envisager la construction d'une relation digitale. Ça va se faire en une nuit, dans le temps, grâce à cette capacité d'échange avec eux. Donc une souscription 100% digitale, un parcours également digital au niveau de la gestion sinistre, ce qui est assez compliqué dans l'assurance agricole, ce qui ne se fait pas encore, donc ça va prendre un peu du temps, sauf si on est évidemment en paramétrique, mais le paramétrique c'est comme quand vous achetez un put sur un portefeuille d'actions, c'est pas très facile à acheter. Pour un agriculteur, vous imaginez un peu la question, c'est un peu la même distance entre le vrai risque et l'objet financier. Et puis donc des solutions qui vont être distribuées au-delà de l'assurance récolte, d'autres solutions de protection pour protéger l'ensemble de l'exploitation. Voilà pour la présentation de mon activité. Eh bien, j'enchaîne avec la présentation donc, de mon activité à moi. Donc la Salamandre Assurance, donc c'est une start-up aussi, on peut appeler ça comme ça, en tout cas une nouvelle entreprise. C'est très récent, j'ai démarré ça il y a 9 mois, commercialement 5 mois. Donc la Salamandre Assurance, c'est très simple. En fait, c'est une plateforme de souscription de contrats emprunteurs en modèle B2C et B2B2C. Donc en B2C, le concept, c'est de fournir à tout client en fait un diagnostic sur son contrat, que ce soit un contrat en cours ou une offre qui est en train de lui faire la banque, et de comparer cette offre ou ce contrat en cours avec mon panel de solutions, c'est-à-dire 62 contrats issus de 22 compagnies. Donc voilà, je dirais du courtage finalement assez traditionnel, on pourrait appeler de proximité. Et le modèle se fait aussi en B2B, B2B2C, où là, je fournis en fait cette expertise à des professionnels. Donc je vais la proposer à des agents immobiliers, à des courtiers en crédit, en assurance, à des conseillers en gestion de patrimoine, des notaires, des experts comptables. C'est un peu là qu'il y a l'originalité du modèle, c'est le fait d'aller proposer ce centre de souscription expert à des professionnels qui le sont un petit peu moins. Et donc l'activité, donc vraiment toute récente, va être un peu digitalisée cet été, parce qu'elle a vocation à être quand même sous forme un peu de plateforme. Le modèle de développement, donc pour démarrer en B2C, c'est très compliqué, c'est extrêmement coûteux pour aller chercher des clients. Donc comme beaucoup de startups, je commence en B2B2C. Donc là pour l'instant l'idée c'est d'aller trouver des partenaires qui peuvent être intéressés par ce concept. Voilà, et donc mes concurrents qui sont à la fois aussi un peu mes fournisseurs, ce sont les grossistes. Puisqu'ils sont dans un discours de dire à chaque professionnel, tu peux devenir courtier en assurance de prêt, c'est pas très compliqué. Et moi, mon discours, c'est de leur dire, oui, mais c'est bien, mais en fait, tu seras jamais un très bon courtier en assurance de prêt, et travaille plutôt avec un vrai expert, et concentre-toi sur ton cœur d'activité, puis on va faire du co-courtage, donc ça va quand même te rapporter un petit peu d'argent. Donc voilà, donc c'est un modèle un peu original. Très peu de moyens d'investissement pour démarrer, du temps bien sûr. On est deux. Je travaille avec une personne qui m'aide sur la partie gestion des contrats, parce qu'effectivement faire du développement et de la gestion de contrats, ça par contre c'est pas compatible sur une journée, même si elle fait 24 heures. Voilà, et donc l'activité là vient, donc comme je vous dis, ça vient de démarrer. L'objectif sur le B2B2C, c'est de commencer par faire une vingtaine, d'avoir d'ici la fin d'année une vingtaine de partenaires récurrents. Ensuite, l'idée l'année prochaine d'arriver à 200, donc ce qui est pas mal. Mais après, avec la loi Lemoine, forcément, il va y avoir des appels d'air qui vont apparaître. Et puis voilà, si ça marche parallèlement à ça, après, je pourrais éventuellement
renforcer le B2C, investir sur du B2C, puisque le modèle il marche très bien en B2C, et pourquoi pas, voilà, ça c'est le rêve absolu, si ça fonctionne, si le concept fonctionne, en particulier en B2B2C, pourquoi pas le reproduire sur d'autres produits. Si j'arrive à avoir 200 partenaires qui me font confiance sur l'assurance de prêt, pourquoi pas après monter d'autres produits très spécialisés comme ça qui pourraient les intéresser. Alors, la question qui se pose effectivement, c'est comment on en est venus tous les trois à devenir entrepreneurs. Parce qu'on est tous les trois actuaires, passés par la case de grands groupes, mais bon, je ne vais pas dévoiler ce que vous avez fait non plus. Voilà, moi, en réfléchissant à mon parcours et aux raisons pour lesquelles je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je me suis dit finalement la vraie raison, c'est que j'aime construire. J'aime vraiment mettre les mains dans le cambouis. J'ai toujours, je pense, été, sans le savoir, intrapreneur quelque part. J'ai commencé par faire du conseil pour un cabinet anglo-saxon qui faisait des fusions-acquisitions. Donc à chaque mission, on repartait de zéro, et j'ai énormément appris sur le fonctionnement d'une compagnie d'assurance et d'une entreprise, parce que quand il s'agit de la valoriser, il faut en comprendre les tenants et les aboutissants. Ensuite, j'ai passé 13 ans chez Swiss Life, dont 10 années de COMEX, avec cette chance de faire quasiment, alors de commencer par des fonctions plutôt techniques, actuarielles, risk management, mais toujours en création de postes. Et puis Swiss Life à l'époque était un groupe où il a fallu refondre complètement la gamme de produits. Donc j'ai beaucoup travaillé sur le développement produit, que j'ai trouvé d'ailleurs passionnant. Et là encore, ce sont des fonctions qui existaient peu et qu'il a fallu développer. Et puis pendant les 4 dernières années, je me suis occupée des opérations des services clients. Et là, je me suis rendu compte que c'était sympa d'être dans des fonctions techniques, mais qu'en fait, le vrai métier de l'assurance, il est là. La vraie promesse client, elle est là. Et construire des produits sans travailler avec les gestionnaires, sans échanger avec eux, et vice-versa, c'était complètement idiot. Voilà, mais je l'ai compris à partir du moment où j'ai récupéré les services clients. Voilà, donc j'ai essayé d'œuvrer pour faire en sorte que toutes ces personnes fonctionnent, puisque j'ai eu la chance d'avoir la double casquette pendant 4 ans. Et puis au bout d'un moment, et c'est pas propre à Swiss Life, je pense que c'est le fait des grands groupes de façon générale, ou des groupes d'une certaine taille de façon générale, je me suis dit que j'avais des ficelles, mais que j'aurais du mal à aller jusqu'au bout de mes rêves, parce que même si l'assurance, ça fait pas rêver tout le monde quand on est dedans, moi ça me fait rêver. Et du coup, j'ai eu cette volonté de partir de la page blanche, pour essayer de faire le métier d'assureur différemment, d'où le nom d'Otherwise d'ailleurs, qui était un petit clin d'œil au fait de faire autrement. Voilà, et là ça a été un vrai bonheur. On reviendra tout à l'heure sur les raisons pour lesquelles nous sommes des entrepreneurs accomplis. Mais voilà, c'est une aventure extraordinaire. J'ai rencontré, alors je me suis associée, moi je ne travaille pas toute seule. J'aime pas travailler toute seule, donc j'ai eu la chance de trouver un associé très très rapidement sur Otherwise qui cherchait il cherchait un actuaire. Lui, il n'était pas originaire de l'assurance, et il cherchait un actuaire risk taker. Voilà. Donc, je me suis bien retrouvée dans cette notion. Voilà. Donc, j'ai fait ces 6 années chez Otherwise entre 2015 et 2021. J'ai ce nouveau projet depuis septembre 2021. Et voilà. Et j'ai toujours autant de plaisir à construire tous les jours, voilà, à apprendre tous les jours. Et voilà. Alors moi, j'ai eu un début de carrière. Enfin, j'ai choisi l'actuariat, je pense, par rapport à la boîte à outils que ces études offraient. Cette capacité finalement de comprendre la finance ou l'assurance, d'être à peu près à l'aise dans ce qui fait le cœur du réacteur d'une économie, et de comprendre un peu ses leviers. Donc c'est déjà j'avais cette idée de me dire, bon, c'est mieux de comprendre un peu ce qui se passe au cœur pour se dire, d'avoir
pour avoir quelque part des outils qui permettent de résoudre des gros problèmes. Voilà. Je pense que c'était un peu ça mon idée quand j'étais dans cette phase où on choisit un peu, c'est un peu post-Parcoursup, c'était à la fin de Maths P, voilà, il y avait ces pilotes de ligne actuels. Bon. Et puis, je pensais que pilote de ligne, mais on fait que la ligne, quoi. Voilà, donc ça me semblait assez monotone. Et donc je suis devenu, j'ai commencé dans l'actuariat classique en réassurance après avoir fait quand même un stage en finance. Et puis au bout de, après je fais 2 fois 3 ans dans un groupe ensuite d'assurance directe. Et puis arrivé à 30 ans, voilà, j'avais vraiment envie de comprendre le monde. Je connaissais que la France, un peu le Canada et l'Irlande, mais bon, pas grand chose d'autre. Et je me disais que le monde était quand même beaucoup plus peuplé ailleurs et que je voulais comprendre un peu comment ça marchait. Donc voilà, je me suis dit, ouais, on va passer 2 ans, un peu de volontaire. Je suis parti en tant que volontaire dans une ONG à faire du microcrédit dans des bidonvilles à Pune, en Inde, en Maharashtra. Et puis en fait, on y est resté 8 ans avec ma femme. Et puis on a développé des mutuelles de santé. Je suis devenu consultant pour le gouvernement indien. On a développé le système de protection sociale là-bas. Donc voilà, ça a été une super aventure. Et puis 8 ans en Inde, bon, soit on devient indien, soit voilà, vous imaginez, hein, vous avez fait des trucs, et puis à un moment, vous avez peut-être la soif de faire autre chose aussi. C'est tellement différent. Et en même temps, je me dis qu'il y avait tellement de trucs à résoudre encore. Je suis parti quand même avec cette frustration d'une pénétration des métiers, de l'assurance en général. Dans ce pays qui me laissait très insatisfait. Autant sur le crédit, ça s'est bien disséminé, un peu à la méthode du software, des caisses sociales d'épargne qu'on a pu trouver en France à travers les self-help groups et la microfinance. Mais autant l'assurance, il reste encore beaucoup de choses à faire pour embarquer les preneurs de risque que nous sommes en tant qu'assurés avec les modèles d'assurance. Donc je suis rentré, la Massif m'a proposé de rentrer, j'ai travaillé avec eux pendant 2 fois, deux jobs de 5 ans. Le premier sur les partenariats, la gouvernance, l'innovation, et le second sur tout ce qui était mise en place de Solva 2, l'ORSA, assurance vie, prendre l'audit ACPR, remonter des taux, gestion d'un fonds euro, enfin oui, les bons sujets sympathiques dans une fonction d'assurance. Là aussi au COMEX de cette entité. Et en 2018, j'ai rencontré mon futur associé, et on a beaucoup échangé sur l'idée de faire autre chose. Et on voyait bien qu'en Inde, la pénétration des outils digitaux commençait à laisser entrevoir la possibilité justement de résoudre ces problèmes. Et j'avais toujours ce problème d'accès à l'assurance, l'enjeu de la distribution, de la qualification des petits risques, hein, qu'on trouve trop petits pour pouvoir s'en occuper, et le changement climatique, la sécurité alimentaire, dont tout ça était commençait à frémir, quoi. Et donc voilà, on s'est rencontrés, on a eu cette idée, on a des compétences qui se complètent. Lui, il n'est pas du tout assureur, il est très techno, et on est parti sur le lancement de Wingsure. J'avais jamais monté de start-up, donc heureusement que j'ai un associé qui comprend toute la dynamique des levées de fonds, la connaissance de la Silicon Valley, ou que sais-je. C'est pareil en France, ça change pas grand-chose, mais vous voyez, c'est pas non plus quelque chose qu'on apprend sur les bancs de l'école. Le digital non plus, c'est la psychologie dans le développement digital est très différente également et permet de déconstruire ou reconstruire nos métiers. Donc tout cela a été extrêmement c'était extrêmement riche pour moi. J'ai énormément appris en me lançant là depuis 3 ans, et donc nous lançons la commercialisation cette année après les essais que nous avons menés les 2 dernières années. Voilà. Me concernant, c'est un peu un mix de Cécile et de François-Xavier. J'ai pris le côté bâtisseur de Cécile et le côté un peu international de François-Xavier, peut-être de manière un peu moins brillante des deux. Effectivement, je me sens moi aussi un peu vraiment une âme de bâtisseur. J'ai eu une carrière assez diversifiée. J'ai travaillé j'ai commencé chez Cardiff, j'y suis resté 14 ans. C'était une très belle période au moment où Cardiff a lancé son développement international, que j'ai accompagné. Donc je suis allé dans pas mal de pays. Je ne savais pas que le monde était si vaste, donc je suis resté moi en Europe. Mais c'était déjà intéressant. C'est à chaque fois des expériences culturelles
différentes, hein, et ça oblige en fait à quasiment, quand on s'installe dans un nouveau pays avec sa famille, à repartir un peu de zéro. Voilà, on n'a plus ces codes sociaux habituels qui sont si forts d'ailleurs en France, et ça, je pense que ça a dû sans doute jouer sur le fait que j'ai pu ensuite là dernièrement partir sur autre chose. Après cette expérience internationale, j'ai été contacté pour diriger une petite compagnie française spécialisée un peu dans l'assurance de prêt qui s'appelait Afirop, qui maintenant s'appelle Afiesca. Donc j'ai dirigé ces dernières années, j'ai beaucoup travaillé chez eux, je me suis beaucoup investi. Je pense que je suis d'ailleurs assez fier de ce qui a été fait. Et puis mi-2021, sans doute avec un petit effet confinement, hein, on en parle parfois, mais je pense que ça a dû jouer également sur moi. J'ai eu envie de changer, je ne me voyais pas encore rester éternellement dans cette boîte, même si j'en étais le DG. Et donc j'ai décidé de partir et mon choix s'est fait vers un projet individuel. Et ce qui a guidé ce choix du cabinet de courtage B2C, B2B2C emprunteur, c'est à la fois un mélange lié à mes compétences et mes appétences. Voilà, je me disais, ça, je sais faire. Je ne pense pas qu'il faille, quand on est entrepreneur, partir sur des choses vraiment qu'on ne connaît pas du tout. Donc ça, je savais que j'allais me retrouver sur des choses que je connais. Et puis, j'en avais envie. Ça, c'est vraiment fondamental. J'avais envie de me lancer à bâtir sur cette sphère-là. Voilà ce qui a conduit à cette position actuelle. Donc maintenant, on va enchaîner avec... voilà, on s'est présenté, vous nous connaissez, vous savez comment on est arrivé là. Maintenant, on va un peu vous présenter notre analyse un peu de la différence entre un actuaire et un entrepreneur. Voilà, là où on pense que l'actuariat nous a aidés et là où éventuellement on voit qu'il avait fallu faire un vrai saut mental pour peut-être arriver à de nouveaux paliers. Alors, n'hésitez pas sur cette partie-là, si vous voulez intervenir, poser des questions, compléter, challenger, ce sera avec un grand plaisir. Exactement. Donc, voilà, vous avez peut-être déjà des questions d'ailleurs sur ces... Enfin, n'hésitez pas à nous interrompre, lever la main. Donc c'est sûr que la question, quand on s'est réunis pour parler de cette idée de poser la question de l'entrepreneuriat, on arrive avec des concepts très simples. C'est pas très sorcier, vous allez rapidement voir. Enfin, on n'a pas réinventé la poudre. On va sans doute dire des choses qui vous paraissent assez évidentes, mais en même temps, on se dit c'est peut-être le moyen de pointer du doigt des éléments qui pourraient venir enrichir, les cursus des écoles d'actuaires, et donc d'identifier des points sur lesquels on se dit ça aurait pu nous aider. Et peut-être qu'aujourd'hui, de toute manière, il y a tellement d'écoles qui stimulent l'entrepreneuriat à la sortie, il y a tellement d'étudiants qui se posent la question d'entreprendre dès la sortie, de ne pas aller dans les groupes, parce que je pense que tout le monde voit ce que c'est que la vie d'un groupe et ce qui peut paraître, quand on est jeune, assez monotone, ce qui peut avoir son confort plus tard quand on a une famille plus établie. Bon, voilà, on voit pourquoi cet entrepreneuriat peut aussi appeler. Et puis, bien sûr, il y a aussi le contexte de ce monde, des problèmes qui émergent et qui, pour ma part, en tout cas, m'a beaucoup nourri dans cette décision de passer le pas. Donc, voilà, comme je l'ai dit au début, pour moi, l'actuariat, c'était vraiment la boîte à outils et une science, des techniques, et on arrive avec quand même cet atout de savoir manier les chiffres, de comprendre les cadres juridiques, de comprendre un peu comment fonctionnent ces grandes masses monétaires, les éléments de comptabilité, parfois de gestion, selon les écoles. On est assez ouvert à l'interdisciplinarité. Moi, j'ai fait mes études d'actuaire à Brest. C'était la première année que ça se lançait. On devait avoir un ordinateur portable à l'époque. C'était la première année. C'était la seule école où il y avait un ordinateur portable par élève. Et on avait un stage à l'étranger, deuxième atout. Et on faisait nos études sur 3 universités. Gestion, sur l'université de droit, et avec Subtélécom Bretagne pour tout ce qui était processus, en plus des cours d'actuariat. Donc vous voyez, cette interdisciplinarité d'entrée de jeu m'a beaucoup nourri dans cette voie de l'actuariat. Et on apprend surtout à estimer les risques, et les risques, c'est une matière, un objet philosophique, je trouve, qui est très à l'origine de toutes nos décisions. Et moi, c'est un champ qui me passionne. Donc je trouve que tout cela nous aide beaucoup. On a l'expérimentation, la prise de recul, on arrive à poser comme ça, par nos efforts et nos modèles. On dit ça coûterait avec une probabilité de temps, ça coûte tant. Bon, voilà. Maintenant,
Tout ça, ça vient avec son côté face, et forcément, quand on sait calculer des risques, on passe son temps à calculer des risques. Donc parfois, vous voyez ce que je veux dire, on va choisir un appartement ou son futur partenaire de vie sur une feuille Excel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas non plus... c'est pas non plus la meilleure façon de décider parfois, et il y a peut-être des décisions qui pourraient être prises plus rapidement. Bon, je parle d'autres, vous voyez, le champ de l'entrepreneuriat est très vaste. Il y a l'identification des besoins également et l'ouverture sur les différents secteurs au-delà de l'assurance sur lesquels on n'est pas forcément très ouvert. Nos études nous mènent très généralement sur l'assurance en priorité, parfois sur les métiers de la finance. Et alors qu'on est dans un contexte où le digital aujourd'hui, c'est un peu le côté déconstruction que le digital apporte, et on est en train de déconstruire chacune des petites étapes de la chaîne de valeur du monde de l'assurance ou de la finance, et on voit que tout ça se digitalise jusqu'à même l'estimation que l'on apporte en tant qu'actuaire. Donc on voit bien qu'aujourd'hui le digital nous apporte les outils pour complètement réinventer ce métier qu'est la banque et l'assurance, et surtout de voir que ces métiers se réintègrent dans des chaînes de valeur, donc ce qui transforme complètement également la manière de travailler aujourd'hui. Donc ça, je ne sais pas si on nous ouvre vraiment suffisamment entre guillemets les chakras dans nos différents cursus. Donc il y a tout le process d'idéation, d'innovation, qui est un processus sur lequel aujourd'hui il y a pas mal de recul et qui mériterait aussi de faire partie de nos cursus. Et le lancement d'une start-up, que ce soit le choix des statuts, de la structure, la dynamique de levée des fonds, la valorisation d'une start-up dans une économie comme celle que l'on a aujourd'hui, c'est tout un champ qui a ses codes, cette façon de valoriser, qui est également, à mon sens, très intéressante et qu'il faut apprendre si on se lance dans une telle démarche. Enfin, évidemment, commercialisation, communication, des aspects qu'on apprend plus dans les écoles de commerce que dans les écoles d'actuariat, mais qui restent néanmoins absolument critiques et qu'il faut savoir toujours bien mettre en avant. Je sais pas, vous voulez peut-être rajouter. Je vais rajouter des petits commentaires. Cécile, si tu veux aussi commenter, on peut enrichir. Déjà, une remarque, c'est... ça peut faire un peu objet de test, cette slide. C'est-à-dire, vous pouvez regarder, vous posez la question. A priori, la colonne de gauche en vert, vous devriez tous cocher toutes les cases. Si vous ne cochez pas, c'est que sans doute vous avez sauté des cours dans votre école ou vous êtes vraiment en télétravail un peu intensif. Mais a priori, vous maîtrisez tout ça. Et la colonne de droite, elle est intéressante parce que si vous la cochez, ça veut sans doute dire que, si vous cochez beaucoup de ces cases, c'est que vous êtes sans doute mûr pour sauter dans l'entrepreneuriat et peut-être sortir de l'actuariat pur et dur pour faire autre chose et pourquoi pas vous lancer. Donc je pense que vous pouvez le lire un peu comme ça. Et je voudrais revenir sur l'interdisciplinarité. Ça, c'est indépendamment que vous soyez un jour entrepreneur, vous créez votre boîte ou pas. Moi, je vous invite vraiment à sortir de l'actuariat en tant que service et d'aller découvrir d'autres secteurs, aller bosser au marketing, aller bosser en gestion de projet, pourquoi pas. Alors certes, l'actuariat, c'est un service à part, on est souvent mis sur le piédestal, etc., même en interne, donc ça donne envie d'y rester finalement. Mais franchement, moi j'ai pas mal, avant de devenir DG, j'ai fait de l'informatique, j'ai fait du marketing, j'ai fait de la gestion, ça m'a énormément enrichi. Je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait d'autres intelligences au moins égales dans d'autres départements. Et voilà, donc ça, je vous invite dans tous les cas à le faire, si vous ne l'avez pas déjà fait, parce que c'est intéressant, et vous n'allez pas vous dévaloriser. Voilà, vous n'allez pas vous dévaloriser, et ça peut vous permettre de, pourquoi pas, développer de nouvelles compétences. Et ce qui est certain, et en tout cas, par contre, si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, voilà, forcément, ça vous aura aidé. Si vous avez déjà, entre guillemets, un peu bougé et travaillé, essayez de vous développer vos compétences dans un secteur dans lequel vous n'étiez pas naturellement préparé. Oui, c'est un vrai passeport, en fait. Il faut voir ça comme ça. D'autres remarques? Non? Est-ce que vous avez des remarques ou des questions dans la salle? Est-ce que vous vous retrouvez dans ce qu'on vient de dire? Oui. Ouais, ouais, effectivement, je voulais... Pardon. Ça fait 2 fois que je vous coupe la parole.
Non, c'était un point moi, que je voulais rajouter, c'est la partie ressources humaines qui est. Alors il y a la dimension humaine, mais on en parle aussi un petit peu derrière, qui est fondamentale. Mais la partie sur les dimensions de compétences, moi ce que j'ai trouvé vraiment le plus difficile, c'est la partie recruter, s'entourer. Voilà, et cette dimension, elle est aussi extrêmement fondamentale. Votre question exactement, c'était? D'accord, oui, tout à fait. Non, je pense que ça manque. Mais c'est très important en fait, même dans le cadre actuel. Enfin, on va dire la question de la qualité des personnes avec lesquelles vous travaillez. Enfin, c'est fondamental. C'est vrai que dans l'entrepreneuriat, il faut vraiment pas se planter. Voilà. Généralement, on n'est pas très nombreux, hein, donc voilà, on n'est faut pas faire très les bons nombreux. choix. Ceci dit, non, l'enjeu est super important parce qu'il faut savoir s'entourer. Très rapidement, quand tu fondes une équipe en entrepreneuriat, dès qu'on est peu, on compte beaucoup plus, chacun d'entre nous. Donc le choix est peut-être beaucoup plus clé que dans un grand groupe où parfois, voilà, il y a moins de... Enfin, en tout cas, on peut bouger plus facilement à l'intérieur d'un groupe, quoi. C'est effectivement un enjeu hyper important. Ouais. Et qui mériterait, là aussi, bon, quand il y a un module entrepreneuriat, moi je trouve que ça serait formidable de mettre en place un tel module dans une école aujourd'hui. Mécaniquement, je pense que c'est forcément une facette à faire découvrir également dans la dynamique. Ouais. Après, effectivement, la partie RH, la partie compta, la partie juridique, extrêmement importante. On s'en rend peut-être pas trop compte, et on peut être assez adverse à ce genre de matière quand on étudie, mais en fait, moi jamais j'aurais imaginé utiliser ne serait-ce que le mode de raisonnement, mode de fonctionnement de ce qu'on a pu voir dans ces domaines-là. C'était il y a un certain temps maintenant. Pour l'amour du risque. Pour l'amour du risque, ouais. Mais ça fait une très belle transition quand je dis que ça faisait un certain temps. Il faut assumer son âge. Hein, donc, on a des références que tout le monde n'a peut-être pas dans la salle. Ouais, mais... ça, je sais pas qui... C'était une série du temps de Starsky Hutch qui vous dit pas plus. Mais... C'est ça. C'est ça. Donc, on a essayé effectivement dans la préparation de cette intervention de réfléchir à pourquoi, enfin les raisons pour lesquelles on s'épanouissait, ce qui était plus difficile, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs une raison pour laquelle on ne s'épanouit pas, mais voilà, pour essayer de partager avec vous le côté plus sexy et l'amour que l'on porte à l'entrepreneuriat, et puis le côté un petit peu plus risqué, où en tout cas il faut être alerté, en avoir conscience, parce que c'est pas toujours évident. Donc sur la partie très positive, alors on n'était pas complètement d'accord sur la partie liberté, parce que oui, on est libre de devenir entrepreneur, c'est une vraie décision, c'est un vrai choix. Et après effectivement, on a une certaine liberté dans le travail. Après, on dépend toujours de clients, de fournisseurs, d'investisseurs. Voilà, donc cette liberté, elle est toute relative, mais voilà, par rapport à un groupe, c'est quand même très appréciable. Les projets qu'on mène, ils sont très contraints pour réussir. Donc effectivement, c'est là où on peut dire qu'il n'y a pas de liberté, parce que voilà, il faut trouver le cheminement, la ligne de crête qui va faire qu'on va réussir. Mais enfin, je pense quand même qu'on peut le laisser dans la colonne de gauche, même tout en haut, parce que franchement, voilà, il y a ce sentiment de se dire on fait ce qu'on veut, on va où on veut, quand on veut, quelque chose qui n'existe absolument pas en entreprise. On a de la liberté, bien sûr, en entreprise, et souvent les entreprises poussent d'ailleurs à ce que les salariés prennent des initiatives. Mais alors que là, quand on est entrepreneur, enfin voilà, on fait ce qu'on veut, On choisit, effectivement. C'est vraiment incroyable. Et c'est d'ailleurs ce qui fait, quand on est dans des moments de déprime, parce que ça marche pas, parce qu'on a un client qu'on attendait et qui finalement renonce, c'est vraiment ce qui va vous rebooster, quoi. C'est le fait que une minute après, vous pouvez repartir sur quelque chose de nouveau, s'il suffit de le vouloir, en fait.
et de décider. Donc cette notion de liberté, je pense qu'elle est quand même très importante et elle peut être d'ailleurs très fondatrice dans la décision de se lancer, en fait, de pouvoir retrouver un peu de liberté et l'utiliser comme on le souhaite. C'est ça. Et du coup, c'est à relier avec le sujet de l'agilité, pour avancer. Et donc effectivement, hein, on dépend finalement de ses propres choix. Donc si on est agile soi-même et qu'on s'est décidé, on peut être effectivement très agile pour avancer dans la création de ce qu'on a entrepris. L'autonomie également, tout ça c'est fortement relié. Alors c'est peut-être plus l'autonomie qui est pas toujours, parce qu'on dépend effectivement toujours de clients. Faire l'entrepreneur dans son coin, ça marche pas. Voilà, un point alors qui pour moi est fondamental, sont les valeurs. C'est le fait de pouvoir travailler en alignement avec ses propres valeurs, avec un objectif qu'on a soi-même défini, mais y compris un objectif de vie, d'environnement de travail, de choisir avec qui l'on souhaite travailler et selon quelle valeur. Autre sujet, voilà, construction, donc satisfaction de construire, satisfaction de pouvoir porter un projet, de le voir avancer, seul ou en équipe d'ailleurs, et voilà, et progressivement de mettre les briques les unes après les autres. Tu disais que tu allais bientôt lancer, je pense qu'il y a une certaine excitation à l'idée de se dire j'ai bossé pendant 2 ans sur un projet et ça y est, je vais avoir mes premiers clients, et ça c'est vraiment chouette. L'apprentissage, on apprend vraiment tous les jours quand on est entrepreneur, parce qu'on est tout le temps confronté à plein de choses. Alors c'est dans le domaine du professionnel, c'est dans le domaine des relations humaines. Ça peut être aussi simplement changer la lunette des toilettes parce que y a personne pour le faire. Voilà, mais on apprend toujours. Bon, ça c'est la petite boutade, mais ça m'est arrivé, donc voilà. J'étais contente de moi. Je pense qu'en synthèse aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi l'intensité qu'on peut mettre sur les points qui sont indiqués, aussi bien dans les positifs et négatifs. Moi, c'est une des choses que je retiendrai. Donc ces points, effectivement, moi, je les confirme pour ma propre expérience, et surtout, je leur mets à tous une très forte intensité, aussi bien les positifs que les négatifs. Les deux sont très présents, mais voilà, ils agissent tous, je pense, beaucoup plus fort que quand on est dans un modèle collectif qui tourne, qui peut être extrêmement enthousiasmant. Voilà, là, c'est comme si les chakras se rouvraient, mais de manière un peu presque forcée. C'est quand on souffre un petit peu moins, mais on n'a pas le choix. On vit les choses extrêmement intensément, aussi bien les aspects positifs que les aspects négatifs. Et c'est pour ça aussi que parfois, quand on est entrepreneur, le moral, il fait un peu ça. Il fait même ça plusieurs fois dans la journée, quoi. Donc il faut arriver à gérer. C'est vraiment un des aspects presque, je dirais pas les plus compliqués, mais qui sont en tout cas sans doute plus compliqués que le projet qu'on mène en tant que tel. Le sujet qu'on doit gérer, ok, ça va être long, ça va prendre du temps, il y a plein de choses à faire, on va les faire tout seul, ok. Ce qui est parfois le plus compliqué, c'est que voilà, le moral va faire ça dans l'aventure et qu'il faut arriver à tenir. Heureusement, souvent, quand on se lance, il y a plein de gens qui vous disent tenez. Et ça, c'est des moteurs extrêmement importants. On est tous arrivés à l'idée que finalement, à certains moments, on a régulièrement un sentiment d'accomplissement. Ça, c'est quand même assez agréable. Et voire vraiment de plaisir profond à avoir fait ce qu'on a fait dans notre journée. Des fois, c'est des petites choses, mais voilà, moi, je finis pas une journée sans me dire, voilà, aujourd'hui, j'ai pu faire ci, j'ai pu faire ça, et chaque petit pas accompli est source d'un bonheur immense, en fait. Ça aussi, c'est un moteur énorme. Le fait de se dire que ce qu'on va construire, c'est son propre produit, son bébé quelque part. Ça aussi, ça donne vraiment le PEP, c'est-à-dire qu'éventuellement, il y a des moments où c'est un peu compliqué, mais on regarde ce qu'on a déjà construit, on se dit, mais il y a déjà ça, là, il faut que j'aille un petit peu au bout, et puis on est tellement fiers
d'avoir monté ça, que ça rend service, ça fait plaisir, ça a aussi un peu de la gueule. Je pense que ce que tu montres, François-Xavier, c'est assez incroyable hein, comme projet. Et je suis sûr que tu dois avoir des difficultés de temps en temps, parce que vendre de l'assurance en Inde, de l'agriculture, c'est pas forcément un projet où on se dit ça va marcher du premier coup. Mais forcément, tu dois être heureux de ce que tu as construit, ce que tu es en train de construire. Non, mais après, je pense que c'est ce que vous avez dit là, c'est hyper important par rapport au roller coaster, là, les montagnes russes dans lesquelles on est soumis quand on se lance dans ce genre d'aventure, et que le quotidien, effectivement, pour gravir une montagne, c'est chaque pas. Enfin, on commence par un petit pas et c'est que des petits pas pour monter une montagne. Et voilà, c'est un peu comme cette photo que j'aime bien de Kanagawa, où on voit le mont Fuji qui reste notre objectif, qui est beaucoup plus grand que cette vague. Et pourtant, c'est cette vague qui, à un instant T, nous emporte parce qu'émotionnellement, on est soumis à telle ou telle pression, on a tel ou tel. Donc, garder son cap, garder le sang-froid, gérer son mental. C'est probablement l'un des aspects les plus importants pour savoir finalement sur quel point on décide par rapport à tout ce à quoi on est soumis dans la journée, que ce soit d'un point de vue, ça peut être, enfin voilà, il y a mille une façons de prendre, comment dire, une vague et de pas forcément la surfer, mais de la prendre sur la tête pendant nos journées d'entrepreneurs, les finances, un investisseur qui vient pas, un client qui nous lâche, que sais-je encore. Et puis, il y a de très belles vagues avec, justement, voilà, l'inverse. Voilà. Donc, je pense que... Pour terminer, peut-être une dernière réflexion. Donc là, on était en Inde, donc on va se mettre en Inde, donc on va baisser la lumière, on va mettre un peu d'encens, on va mettre un peu de musique indienne, hein, qui parfois sont sur des tonalités originales. Vous allez fermer les yeux et on va faire cet exercice, vous allez réfléchir en disant, voilà, comment est-ce qu'on peut protéger notre humanité. C'est un peu quand même ça, un peu ce pourquoi on est là professionnellement. Alors pas forcément demain, tout de suite. Donc vous imaginez, vous fermez les yeux, voilà, comment on va protéger notre humanité. Alors vous allez penser peut-être des assurances solidaires, inclusives, de la tech, l'hypersegmentation. Moi, je suis dans l'emprunteur, l'hypersegmentation. Ouvrez une boulangerie aussi, hein, c'est très bien. Il y a de très bons pains. À la fin, on vend du pain, hein, donc ça peut être aussi simple que ça. C'est pas besoin d'aller non, exactement. forcément faire des choses très 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 différentes. Ce qui est certain, c'est qu'on peut innover, et vous pouvez innover. Et si vous réfléchissez, vous allez trouver des idées, et votre idée, à mon avis, c'est la bonne. Voilà. Je pense que vous avez tous en vous des idées qui ne sont pas forcément aujourd'hui exploitées, que vous ne pouvez pas forcément exploiter dans votre activité. Et ben, voilà, je pense que c'est ça aussi un des moteurs qui peut vous faire réfléchir, c'est cultiver votre idée, développer-la, et à un moment donné, ben, dites-vous, allez, j'y vais, je la lance, on ne vit qu'une fois, et cette idée, j'ai envie de la tester, peut-être que je me trouve un associé, peut-être que... Voilà. Donc, je pense que vous êtes tous ici des entrepreneurs potentiels. Certains d'entre vous le sont déjà, à travers les idées que vous portez. Voilà. Mais simplement, il faut arriver à les faire émerger. Merci à tous. Et si vous avez des questions... je crois qu'on a atteint on a un peu dépassé, oui, parce qu'il y a un rendez-vous, je crois, après à 6h pour l'annonce des résultats. Non, et à moins que vous ayez des questions. On peut prendre encore une ou deux questions. Justement, moi, j'aurais pas forcément mis les libertés comme parce que j'ai beaucoup d'entrepreneurs autour de moi et je vis avec une entrepreneur. Et quelque part, je vois que plus qu'un métier, c'est presque un sacerdoce. C'est-à-dire, elle ne dit pas qu'elle fait ce qu'elle peut, elle fait ce qu'elle aime. Mais pour le coup, sur la liberté, la grande différence, et ça serait un frein pour moi, c'est qu'elle est dans son boulot H24. Elle part en vacances, elle va son ordi, le week-end, elle est dans son boulot. Enfin, oui, tout à fait. Ouais. Est-ce que vous l'avez vécu ? Bien sûr, c'est exactement ça. Ah oui, bien sûr. Non, mais Ouais. Je me suis fait couper l'herbe sur le pied tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la colonne risque. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut savoir que parfois on est très seul, que le beefsteak dans l'assiette, c'est nous qui allons le chercher,
qu'on subit une forte pression, et souvent c'est aussi la pression qu'on se met soi-même, qu'effectivement c'est du non-stop. Voilà, donc il faut aimer ça. Et il ne faut pas se lancer si effectivement tout ça fait peur. Après, on sait vivre avec. Moi, j'ai toujours bossé comme une folle. Je l'ai fait dans des grands groupes, je l'ai fait en tant qu'entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, ça n'a pas la même saveur quand même. Voilà. Après, c'est un état d'esprit. Voilà. Mais on le fait pour soi et parce qu'on aime ça. Ouais, moi, c'est clairement quelque chose qui a joué dans le choix, le fait de pouvoir bosser le week-end. Enfin, ça peut paraître dingue, mais le fait de me dire, à un moment donné, si j'ai envie, un dimanche après-midi, de passer 1 heure à préparer mon truc, voilà, je le fais. Et je ne le fais pas parce que j'ai une obligation demain, parce que je dois faire une présentation. Je le fais parce que j'en ai envie. Alors, il faut forcément le concilier avec sa vie de famille, mais le fait aussi de pouvoir sortir un peu d'une certaine routine, je dirais, en termes d'emploi du temps, moi, ça fait partie des choses qui ont été importantes, même si ça peut prendre beaucoup de temps. Éventuellement, on va travailler tard, mais pour moi, c'est plutôt du plaisir, en fait, parce que c'est de la liberté, c'est du choix. Donc, et puis on le fait pour soi. Et puis ça marche dans les deux sens. Hein. On peut travailler dimanche et puis pas travailler vendredi après-midi parce qu'on a un truc. Hein. Après, ça reste quand même un dosage. Je pense qu'il faut pouvoir vivre avec un écosystème et que si, un verre de vin de temps en temps, ça va, mais si on mange son travail tout le temps, à la fin, ça génère quand même un déséquilibre dans son écosystème. Donc je pense que c'est pour ça que j'aime bien cette petite photo là, parce que je pense qu'il y a quand même un savoir-être à définir quand on entreprend pour garder son sang-froid, parce que je pense qu'on peut prendre de mauvaises décisions aussi à s'auto-alimenter et à partir dans un drive 100% au bout de 2 ans. Si on peut bosser 2 ans comme ça non-stop, je pense que si on travaille 13-14 heures par jour, il y a un moment, le burn-out, ça peut être problématique aussi. Hein, dire ça. Donc je pense qu'il y a une question de savoir-être quand on est entrepreneur qui est hyper important, de savoir garder son mental, son sang-froid pour aussi prendre les meilleures décisions, pas les prendre sur le coup d'une émotion parce qu'on est fatigué et que ça va être on risque de prendre de plus mauvaises décisions dans la fatigue que quand on va bien, quand on a su préserver le tout. Quoi. Voilà. Question, madame? Oui. 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 Effectivement, on en parlait en disant, c'était aussi le sujet des valeurs. C'est effectivement, on travaille sur ces valeurs. Moi, je l'ai pas mentionné. Enfin, vous me dire, tu bosses sur l'emprunteur. L'emprunteur, ouais, c'est intéressant, c'est rentable, tu vas gagner plein d'argent. Franchement, ça n'a pas du tout été ça mon raisonnement. Je connais très très bien le secteur. Mon raisonnement, c'est de dire, aujourd'hui, les clients sont toujours aussi perdus sur ce sujet. Et franchement, le conseil, parce que j'ai vu les conseils fonctionner. Franchement, c'était pas toujours terrible. Et mon sujet aujourd'hui, je ne sais pas si j'y arriverai. Alors effectivement, j'ai une équation économique. Il faut que je vende des contrats, sinon ça s'arrêtera. Mais ce qui me porte aujourd'hui, c'est vraiment d'apporter du bon conseil à un client, voilà, quel qu'il soit. C'est vraiment le sujet qui me fait envie. C'est ce qui a fait que je me suis lancé. Après, je me suis dit, voilà, l'idée simplement, si tu veux en vivre, il va falloir que tu en vendes un certain nombre. Donc là, après, on retrouve des contraintes. Voilà, on est porté quand même par l'envie de faire quelque chose qu'on sent bon, qui correspond finalement à... Ouais, on aura passé X années de sa vie sur un secteur. À un moment donné, je pense que c'est important d'aligner son action, ses intentions, au moins avec qui on est, quoi. Voilà. Et je pense que ça, c'est fondamental dans les projets. Et d'ailleurs, que ça marche ou pas, si ça marche pas, on aura fait, on aura essayé. Et en tout cas, ce sujet-là, cet axe-là, il restera vrai, valide, juste. Ça, c'est important. Est-ce que vous avez eu un retour d'expérience sur l'aide que vous avez reçue? Est-ce que vos anciens
moi, alors, pas beaucoup. Alors, des aides d'État, il peut y en avoir quand on commence à lever des fonds, on peut se faire aider, on peut avoir des prêts voilà, qui peuvent aider à financer, mais là, ça veut dire qu'on est déjà assez avancé. Non, moi, très franchement, j'ai pas beaucoup d'aides concrètes. Même mon réseau, les gens me disent, mais Olivier, c'est bien, tu connais tout le monde, tu connais tous les courtiers. Non, je suis désolé, je suis jamais, dans mon boulot, je suis pas allé voir les courtiers. Je ne les connais pas. Donc là, je vais les voir pour la première fois. Alors oui, quand ils disent, ah, c'est l'ancien DG d'FISK, ah, dis donc, c'est super, bravo, monsieur, etc. Mais n'empêche que je ne les connais pas, il faut que je fasse sa connaissance. Donc je suis vraiment à zéro, sans expérience. Des aides d'amis, oui, un petit peu, enfin, qui vont éventuellement, pourquoi pas m'envoyer leur dossier en disant, tiens, Olivier, plutôt que j'envoie un courtier, je te l'envoie à toi. Donc ça, c'est agréable. Non, par contre, beaucoup de soutien moral. Voilà, ça, c'est par contre très important. Beaucoup de gens qui me disent, Olivier, c'est bien, tu vas y arriver, ça va prendre du temps. Après, moi, je leur dis, ouais, mais là, ça fait 3 mois, c'est compliqué. Mais Olivier, 3 mois, enfin, c'est rien. Enfin, oui, une boîte, ça se monte en 18 mois, 24 mois. Voilà. Et ça compte quand on est tout seul, en tout cas. Ça compte. On en parle avec Cécile, hein, c'est très différent de partir à 2 ou 3 et tout seul. Donc, en fait, voilà, pas forcément d'être concrète. Mon projet, je le porte vraiment tout seul, mais des aides morales. Voilà, toutes mes relations. C'est des gens que aujourd'hui que je continue à avoir par exemple comme fournisseurs. Mes anciens concurrents sont devenus mes fournisseurs et franchement la relation est très bonne. Enfin, j'ai du plaisir à bosser dans cette industrie avec beaucoup de bienveillance de la part de beaucoup de gens. Mais ceci dit, vu des US ou vu d'Inde, moi je pense qu'en France on a quand même beaucoup d'aide. Donc c'est quand même beaucoup plus facile de démarrer un business d'ici, quoi que tu en dises. Hein. Je comprends, le moral c'est important, mais je pense qu'à la fin du mois, il y a des différences quand même parce que démarrer une entreprise aux États-Unis, on n'a pas du tout les mêmes conditions qu'ici. Il y a vraiment un stimulus ici où le système, hein, la BPI peut vraiment accompagner. Puis il y a aussi l'assurance chômage quand on quitte son emploi. Ça c'est fondamental. C'est hyper important. Premier investisseur de France. C'est exactement. Il faut dire ce qui est. Non mais voilà, c'est quand même le point clé. Et on l'oublie tous, mais si il n'y avait pas aujourd'hui tu ne lances pas si t'as Pôle pas emploi qui accepte de financer des gens qui montent des boîtes, il y aurait bien entendu 80% des initiatives d'entreprise qui ne se feraient pas, bien tout sûr. simplement. Parce que, voilà. C'est quand même le safety net du départ, et c'est pas négligeable. Alors après, c'est vrai, et ça on le trouve pas ailleurs. Peut-être dans d'autres pays en Europe, mais je ne le vois pas aux États-Unis et je ne le vois absolument pas, bien sûr, en Asie. Voilà. Non, ça, je vous rejoins complètement. Moi, j'ai bénéficié effectivement d'aide de la BPI, donc tout un tas de plans orientés innovation, je ne sais plus comment ils s'appelaient. Enfin bref, après, il faut chercher. Hein. Tu disais tout à l'heure, enfin moi j'avais un associé qui connaissait bien ce domaine-là. Voilà, quand j'étais chez Otherwise, on a passé 6 ans, quasiment 6 ans en levée de fonds, en recherche de dispositifs comme ça. On a intégré un incubateur pour pouvoir bénéficier aussi du téléphone direct avec la BPI. Enfin, voilà, donc il faut être assez subtil pour aller chercher ces aides. Je te rejoins complètement sur le côté bienveillance et l'aide morale des petits copains. Après, moi j'avoue que j'ai eu l'occasion d'intervenir sur des interventions sur la relation entre start-up et grands groupes, par exemple. Ça, c'est l'enfer. Enfin, faut pas imaginer partir et se dire je vais travailler avec mes anciens petits copains parce que l'espace-temps il n'est pas du tout le même et quand bien même il y a une volonté, c'est très très compliqué. Donc il faut cette ressource, il faut aussi aller la chercher au fond de soi. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être venu ici. Je crois qu'il est 18h et que vous avez votre prochaine session, donc on ne va pas vous retenir de plus. Merci à tous, merci pour votre témoignage.